Voilà, donc là maintenant, je pense que c'est bon. Donc, il faut que je partage ceci sous l'écran. Que je clique là. Et après 18 clics, je crois que je suis bon. Allez. Désolé pour le retard. Là, on est bon. Donc, petite réunion ce matin. Est-ce qu'il y a besoin de faire un tour de table? Moi, il y a des têtes que je ne repère pas trop. Alors, peut-être que j'ai oublié les prénoms, mais au bout à gauche. Bon, on fait un tour de table ou pas? Ou c'est bon? Allez. On présentera ceux qui sont à distance s'ils ne peuvent pas. Donc, moi, c'est Jérôme, JO de l'équipe. Géo, pardon. Et toi, t'es pas allé au Club Med. T'as pas regardé les films qui parlent de ça. Allez, et allons-y. Lauriane, allez. Moi, c'est Lauriane, je suis en première année de thèse. Je travaille dans un projet qui s'appelle Le Petit Camion, que cela ne vous connaît pas. Non, et je suis encadrée par Julien ici et Corinne Fredouille à Avignon. Julien ici, c'est son nom. Okay. Il va se marrer quand il va regarder l'enregistrement. Mathieu, maître de conf, en séance de la rééducation en adaptation, de la parole, pathologique, surtout auprès. Alice Fabiola, je suis encadrée par Jérôme Paradès et pas ici présent. Dans notre cœur. Je travaille sur la parole des personnes qui concernent la famille. Ouais, peut-être utiliser le micro, s'il vous plaît. Ah, d'accord. C'est Kylian. Je travaille sur le projet Silence. Comment les micros fonctionnent si vous voulez. Faut appuyer sur le. Bon, on m'entend. Moi, du coup, c'est Maxis. En stage avec Julie, je travaille sur la détection des fluences dans la parole d'un autiste. Et c'est un stage de 8 semaines. Ouais, 3 semaines. Moi, c'est Emmanuel. Je travaille avec Isabelle Ferrani. On a une équipe modale pour le projet de C'est la puissance existe et une expérience sur lecture des composants et je suis d'accord avec lui. C'est Jolin, chercheuse associée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis détachée entre guillemets dans l'équipe pour favoriser la collaboration entre l'entreprise et l'équipe. Et donc moi je travaille à l'ANILO, c'est une entreprise qui qui vise à aider donc les enseignants à personnaliser l'enseignement de la lecture à chaque enfant. Et donc je travaille sur la connaissance automatique de la parole d'enfant, détection des fluences, mais aussi analyse et compréhension de leur réponse globale. Moi, c'est Lille, stagiaire encadré par Jérôme Farinas et Jérôme Farinas. Et je travaille sur la détection automatique du système émotionnel dans la parole. Je crois qu'ils ont réglé le problème du Larsen. Ils ont mis en mute, je crois. Du coup, moi, c'est Philippe. Je suis actuellement en 3e année de doctorat et en pleine rédaction. Je travaille avec, donc sous la direction de Jérôme Farinas et de Sandrine Moïté
recherche à Pau, mais qui est fait Toulouse. Il n'y a pas Julien, j'essaie de faire la blague à sa place. Et, oui. Et donc moi, du coup, je travaille sur les problèmes de dysphagie, donc les problèmes de déglutition, des personnes qui ont du mal à avaler. Et en fait, je travaille sur une méthode non invasive pour, donc à partir d'un microphone à l'accéléromètre, pour étudier les déglutions des personnes qui ont des troubles. Je vous jure, ce sera plus clair sur mon documentaire. Aujourd'hui, j'ai du mal à présenter la présentation. Moi, ce que tu as vu, je suis en première année de thèse, encadrée par Julien Paquet et Mathieu Valéry. Je travaille sur la reconnaissance automatique de la parole pathologique expérimentale. Maxime Lecos, je suis aussi chercheur associé dans une entreprise qui développe un outil pour travailler la fluence en lecture en classe. Bertrand Mondage, je suis en deuxième année de thèse, encadré par Julien Pinquier et Lauriane Simon. Et il paye sa tournée ce soir. Il a dit au moment où il y a le plus de monde. Et je travaille sur le concept d'économie de la parole et l'optimisation. Moi, c'est Julie Mauclair, je suis maître de conférence dans l'équipe et je travaille autour de la caractérisation de paroles pathologiques. Alors, à distance, Thomas, je pense qu'il ne peut pas trop parler, mais Thomas, il est donc enseignant-chercheur et travaille sur pas mal de choses. Mais il encadre Ludo qui n'est pas là d'ailleurs. Si. Ah, il est en visio. Je suis à distance. Ben Ouais. voilà. Allez, Il fait trop chaud. je t'en prie, Ludo, essaye de. Attends, je vais essayer, ouais. On va essayer de t'entendre. Vas-y. Ok, moi c'est Ludovic Tinquet, je suis doctorant en bientôt fin de troisième année et je travaille sur l'apprentissage de représentation de l'audio au travers de méthodes autosupervisées. Voilà, pour le gros résumé. Et je suis encadré par Thomas, comme l'a dit Jérôme. Là, il nous reste Montauban avec Lionel, qui est un chercheur associé aussi dans. Ah. Bonjour. Comme les docteurs Lecos et Gélin, je suis en entreprise et chercheur associé à l'équipe. Et donc, je travaille sur l'évaluation, automatique ou pas, de la parole, en particulier l'intelligibilité et la compréhensibilité de la parole, appliquée à la parole L2, parole pathologique, et aussi aux difficultés de perception de la parole. Bon, j'essayais d'enlever le fond qui mettait en valeur Lauriane, mais ça n'a pas marché. Donc, en fait, quand je tournais l'écran, personne ne voyait rien. En fait. C'est super. Ok, je ne rien entendre de ça. Allez, c'est parti. Alors, on est là, le 24 juin. Au menu, la petite gazette des HDR thèses, c'est le flux des soutenances qui s'annoncent ou qui devraient s'annoncer. Ensuite, on essaiera de faire notre compte rendu de la journée d'études sur la parole. C'est le congrès auquel une bonne partie de l'équipe était présent la semaine dernière sur Montpellier. C'est le congrès qui a lieu tous les 2 ans et qui nous concerne beaucoup parce que c'est sur notre thématique de recherche et c'est là où on rencontre toute la communauté, au moins nationale. Ensuite, je ferai un petit point sur le séminaire du département SI qui est à venir et qui sera le vendredi 3 juillet au domaine de Saint-Cassian. Et en particulier, il y a savoir effectivement s'il y en a qui présentent des posters en dehors de Flavie. Et on fera un bon petit morceau sur les comptes Samova qui, cette semaine, ou plutôt depuis la semaine dernière, m'annonçait que nous avions de l'argent, puis que nous n'en avions plus, puis que nous devions en rembourser à direct. Voilà. Voilà. Alors, au niveau Gazette, la Gazette, nous avons la soutenance. Thomas, je ne pense pas que tu aies encore ta date de soutenance, mais dès que tu l'auras, on complétera ce slide, ni ton jury d'ailleurs, je suppose. Par contre, oui. Non. Alors, je vois rien, donc ouais, c'est pas super. C'est un peu chiant ce truc. Ah voilà, il y a du chat.
Ah ouais, bon, bah, Lionel, désolé, hein, t'as pas dû entendre trop. Pas encore. Donc, c'est réglé. Par contre, Mathieu, heureuse surprise, Mathieu va passer son HDR avant tout le monde. On va avoir un Thomas, je pense. Et car la soutenance est même prévue le 1er octobre, malheureusement, il ne payera pas sa tournée le soir puisque c'est à Paris. Alors, je crois qu'il aura la chance d'avoir Julien, puisqu'il fait partie du jury, et peut-être aussi Alix, qui sera sur Paris à peu près à ce moment-là. Non, mais je pourrais peut-être assister à la soutenance, au moins. Et donc, voilà, le jury, je ne suis pas compris. C'est bien. Ok, tu corrigeras ça. Ou je le corrigerai parce que, attention, là, le fichier, on n'y touche plus. Hein. Oui, parce qu'il y a Florent Hospitalier. Ah, c'est pas hospitalier. Moi, je me disais que c'était clinique. Hein. On encore la confirmation de l'heure parce que j'ai l'accord de tout le monde sur ce créneau-là, mais c'est en cours de signature par Sorbonne Université. Pas encore inscrit, pas calé la date, mais la salle est réservée, le jeu est OK a priori. Ça devrait être cool. Très bien. Ensuite, et tu as eu en fait 3 rapporteurs qui ont considéré que tu avais 4 rapporteurs qui ont considéré que tu avais un excellent dossier, et donc tu étais amené à soutenir. Très favorable. Voilà. Ça fait plaisir. Ludovic, est-ce que tu as... Ah oui, c'est à distance. Ludovic, est-ce que tu as, toi, une vue, une vue sur ce que tu aimerais faire? Alors, dans l'idée, j'aimerais bien envoyer ma thèse avant la conf en Australie, là. Donc, ce serait avant fin septembre, pour une soutenance, du coup, entre fin novembre et décembre. Alors, c'est, je pense, quelque chose que je vais pouvoir copier-coller. Il n'y a pas Adrien, mais je peux parler. Ah, si, tu as Adrien. Pour Adrien, et je pense aussi pour Philippe. On est d'accord? Voilà, donc une fin d'année riche en. Donc une fin d'année riche en fait en soutenance et riche aussi au niveau financier car nous avons appris que l'IRIT nous déclenchait 500 € de crédit. Je pense que nous avons pas dû les demander pour toutes les soutenances que nous avons eues jusqu'à présent. Donc 500 € de crédit et qui nous permet justement de pouvoir faire venir le jury ou se déplacer et faire des choses. Voilà. Donc par soutenance, que ce soit HDR ou doctorat. Ça m'aide beaucoup pour la fin. Oui. Oui. Mais moi, un peu de beurre dans les épinards, ça fait du bien. Ouais. Là, ça représente tout de même 2500 € en tout. Voilà, voilà. Ouais. Donc, nous sommes donc allés à Montpellier. Là, vous avez une petite photo de groupe de Palavas, les flots. Montpellier célèbre pour sa saucisse donut, c'est ça? Rond-point donut saucisse. Et mais aussi, c'est une très belle ville. Donc, en dehors de ça, nous avons vu pas mal de choses. Et donc, j'ai demandé aux participants de nous faire un petit compte-rendu de ce qu'ils ont apprécié. Alors, c'est à chaque fois qu'on fait des déplacements, en général, il y a des comptes rendus qui sont réalisés pour les gens, effectivement, qui n'étaient pas là. Donc, ça permet, je pense que ça a 2 intérêts.
Et donc, voilà, donc ça permet deux choses, je pense. La première, c'est de faire partager un peu aux autres. Et je pense que c'est assez important aussi, c'est pour vous, de pouvoir justement fixer un peu vos notes ou faire un résumé voilà, du plus important de vos notes. Je sais que souvent, enfin, on a tendance à pas revoir nos vieilles notes là, de congrès et tout ça. Donc là, voilà, un petit exercice qui vous permet de réfléchir un peu tout ça. Alors, je me suis prêté au jeu aussi. Moi, ce qui m'a pas mal intéressé, c'était la session sur les SSL. Alors, les SSL, c'est le Self-Supervised Learning. Et derrière cette dénomination un peu clair ou abscons, il y a surtout tous les modèles que l'on utilise maintenant pour faire l'étape de paramétrisation, c'est-à-dire de pouvoir produire un vecteur représentatif de la parole. Donc, on retrouve les Wave2Vec, les WaveLM, ouais, il y a Uber qui fait ça aussi. Voilà, en fait, tous les gros systèmes qui utilisent maintenant, qui font de la reconnaissance de la parole ou autre, du traitement, passe souvent par cette étape-là et optimise en fait cette partie-là, qui peut se faire de manière un peu indépendante. Et donc, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu l'atelier Gram qui a parlé un peu de ça. Il y a Julie qui en parlera après. Je vous ai mis le lien en fait vers le contenu. Malheureusement, je ne pense pas que nous ayons les slides de ce. Ah, ok, super. Et ensuite, on a eu une session orale, là, de mémoire, la session orale 2, qui parlait en fait de ça. Et on avait. Alors, je vous ai mis ici des liens qui sont cliquables, hein. Si vous cliquez dessus, vous allez aller directement sur le papier, là-dessus. Et donc, vous pouvez cliquer sur l'article et vous aurez beaucoup plus de détails sur ce qui a été présenté. Juste une question, Jérôme. Moi, sur le cloud de l'IRIT, il y a 3 réunions 002. Alors, C'est lequel? nous avons eu quelques soucis de synchronisation parce qu'un certain monsieur Julien Penquet a eu la très bonne idée de vouloir faire ses modifications sous PowerPoint pendant que tout le monde faisait aussi des modifications, mais en ligne. Et donc, c'était, je pense, la course à l'échalote sur qui sauvegardera le fichier et écrasera les slides des autres. Nous avons réussi à récupérer les slides d'Étienne qui étaient passés à la trappe. Peut-être que certains slides ont disparu depuis, je ne sais pas. Il y a 002. Le copie 002. Non, le 002, c'est le bon, mais moi je fais des copies maintenant. Je fais plein de copies. On ne peut pas l'ouvrir parce que ça dépasse. Ouais. Ouais, donc tu es obligé de récupérer le fichier PPT et de modifier, mais s'il te plaît, le fais pas en même temps que moi là. J'ai ouvert par PPT justement pour pouvoir aller au-delà de cette limite. Ça veut dire qu'il y aura bientôt un 003, vous l'avez compris, pour la suite. On a mis un peu trop d'images, je crois, là-dedans. Alors, je reviens sur les SSL. Et Lina. Non, c'est les photos surtout là, qui ont explosé. Lina, en fait, eux, leur objectif, c'était de spécialiser un SSL sur les contenus qui les intéressent, c'est-à-dire la radio et la télévision. Donc, c'est plutôt de la parole qu'on préparait et donc pas du tout spontanée. Enfin, peu spontanée. Ouais, c'est les archives, ouais, tout à fait. Ils ont utilisé ce qu'il y avait sur Esther, tout ça, enfin voilà, toutes les données qu'ils ont eu déjà annotées les années précédentes. Est-ce que le gain n'est pas plutôt dû aux qualités piquées? Ben, ils s'adaptent à leur tâche et pour eux, s'ils veulent faire ça, tu vois, ça gagne. Et eux, ils ont. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est que eux, ils ont appris à partir de zéro avec on va dire une centaine d'heures. Ils ont réussi à partir de zéro, à partir d'une centaine d'heures, ce qui me paraissait impossible, moi, au départ. Et ils ont fait aussi de l'adaptation qui est déjà plus réaliste. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment tilt sur est-ce que nous, on ne devrait pas faire ça aussi, c'est-à-dire pour chacune de nos tâches, se réentraîner, adapter un système SSL pour pouvoir gagner en performance un peu sur les traitements que l'on pourrait faire après. Et donc, c'est faisable. On a pas mal d'outils maintenant. Alors, ça peut prendre pas mal de temps de calcul, je pense, en fonction du corpus que vous réussissez à avoir. Mais voilà, il peut y avoir des adaptations qui sont d'ailleurs supervisées ou pas. Enfin, là, il y a pas mal de possibilités et je pense qu'il faudrait y penser. On est d'accord que là, l'idée, c'est de prendre des représentations internes auto-supervisées sur tes données. Ouais. Donc, en gros, tu fais l'hypothèse que les représentations qui ont été apprises sur d'autres contenus, elles sont trop différentes. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas correctes. Elles
pas idéales pour t'attacher à toi, quoi. Donc il faut quand même avoir une raison. Le vecteur, l'embedding, en fait, c'est le vecteur représentatif. Est plus adapté à ta problématique. Mais voilà, donc je vous incite à, voilà, si vous en avez la possibilité, à essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus, sur la parole pathos, sur la parole d'enfant, je pense que vous avez déjà fait. Ben oui, c'est Étienne, en fait. Il y avait l'exposé d'Étienne, là, qui a effectivement montré aussi ça sur la Lilo, là, et qui était très bien aussi. Alors, par contre, il n'a pas fait quelque chose de très simple, hein. Enfin, en tout cas, il a expliqué, il a très bien expliqué, mais c'est derrière, ouais, c'est un peu ardu. Mais voilà, enfin, il y a des choses à faire donc sur les données d'enfants. Mais après, peut-être qu'on peut imaginer même sur la déglutition ou autre, on pourrait imaginer un truc comme ça, avec des capteurs autres, hein, avec voilà, enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer sur ça, quoi. Et voilà, ce qui me marquait, c'était que la faisabilité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, au sein d'une thèse, peut prendre une certaine place, mais peut être réalisable. Voilà. En tout cas, pensez-y. Et regardez peut-être ces 2 ou 3 papiers que je vous ai listés, j'y ai pointé là. ATC, c'est le contrôle aérien. Tu sais, on avait fait avec Thomas une campagne d'ailleurs avec Airbus là-dessus. Et en fait, eux, eh ben, ils ont essayé. Alors, celui-là, c'est pas que du SSL. Là, ils ont peut-être ouvert un peu plus le capot et ils se sont amusés à rescorer. Alors, est-ce que c'est celui-là? Ah non, c'est le BSTRQ. C'est la même chose qu'Étienne là-dessus. Donc là, oui, c'est du SSL. Par contre, il y a un autre papier de Baga, là, qui lui était assez intéressant pour nous aussi, puisqu'il il essayait de prendre la dernière passe de Whisper, donc il avait ouvert le couvercle et ils essayaient de rescorer en fait l'arbre de décision finale ou des choses comme ça. Et ça aussi, on peut le faire. Et ce papier est passé un peu inaperçu parce que c'est un poster, et je pense que ça vaudrait le coup aussi d'y jeter un petit coup d'œil. Pour les hallucinations, par contre. D'autres papiers qui parlaient de ça en disant que c'était plus facile de l'identifier. Voilà, tout à fait. Donc, je pense que ça peut avoir des possibilités pour ce qu'on peut faire aussi, quoi. Donc, et papier d'Étienne aussi, qui était vraiment très bien. Il était tellement bien qu'il a gagné un prix, Étienne. Voilà. Pour le jour de son anniversaire, il y en a un petit cadeau. C'était le vendredi. Voilà, donc ça c'était pour le SSL. Et ensuite, moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, et je crois que je suis le seul, parce qu'en fait, je crois que j'étais le seul à la session. Donc, c'est l'exposé de Cédric Gendreau. Alors, il a fait un travail que j'ai trouvé assez intéressant sur la définition un peu de tout ce qui pouvait faire varier un peu la parole et toutes les sources de différence, tout ce qui pouvait faire que ça changeait. Avec Sébastien Ferreira, on avait déjà essayé de voir un peu ça dans le cadre des transcriptions, mais là, j'avoue que j'étais un peu estomaqué de voir tout ce qu'il a réussi à trouver là-dessus. Donc c'est assez intéressant. Vous avez les refs, je crois aussi, donc on va pouvoir retrouver ça. Et après, il a fait un exercice qui m'a plu, c'était pourquoi je ne peux pas passer au slide suivant. Voilà. Un exercice qui a été de regarder à travers les âges où se sont situées les améliorations au niveau du traitement automatique de la parole et qu'est-ce qui était considéré comme résidu, comme bruit, c'est-à-dire comme quelque chose qu'on ne peut pas modéliser. Et vous voyez que c'était ce qui était au-dessus là, de ces barres là. Et plus on avance dans le temps et plus on arrive effectivement à être de plus en plus précise pour caractériser notre signal et à traiter des choses qui sont, alors c'est peut-être un peu petit, c'est ça, pour des gens qui froncent. Donc il y avait au début des 2000, c'était plutôt l'âge. Ensuite, on a commencé à essayer de faire des choses au niveau de la santé, voilà, des émotions. Qu'est-ce qu'on a encore? Gestes, voix, biomarqueurs, bon, d'accord. Et voilà. Et après, avec les SSL, on est arrivé à quelque chose. Et il interprétait ça en disant que avec les GMM, HMM, en fait, ça a laissé beaucoup de choses en résidu, en bruit, en choses qui étaient non modélisées. Et les SSL, maintenant, on capture en fait pas mal. Et voilà, on retombe encore sur ces histoires de SSL. C'est d'où l'intérêt, effectivement, d'utiliser ces représentations de plus haut niveau qui capturent plus d'environnement et qui sont plus proches, en fait, du signal. Surtout qu'elles sont de beaucoup plus grande dimension. Oui, tout à fait. En parallèle, finalement, avec finalement, Ah oui, tu as des mondes de contrôle, entre guillemets, un système, et puis avec
Alors, il a fait des représentations aussi en format d'orange, là. Mais ouais, il a fait ça aussi, ouais. Effectivement, j'ai les photos, mais je ne les ai pas mis sur les slides. Ça a déjà suffisamment explosé, là, le fichier. Voilà. Et après, il passait en revue les choses. Alors là, c'était les outils, pour le coup, phonétiques. Donc, moi, je vous ai remis ça parce qu'il redisait, par exemple, si on veut faire de la fatigue, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça fait un petit historique sur ce qui a été utilisé. Alors, c'est pas forcément peut-être le plus performant maintenant, mais en tout cas, il y a historiquement, effectivement, on a regardé un peu tout ça. Et ça peut être intéressant pour vous qui peut-être prenez le train en cours de route de vous raccrocher à ça et de voir qu'est-ce qu'ils utilisaient pour pouvoir caractériser la réduction vocalique quand il y a la parole spontanée, par exemple, des choses comme ça. C'est-à-dire le fait qu'il y ait moins de variété sur les différents phonèmes quand on parle en spontané, par exemple. Ce qui est un peu bizarre, mais bon. Voilà, plusieurs choses, voilà. Et après, le HNR qui était très, et Jitter Shimmer qui était vraiment des choses qui étaient très à la mode il y a une certaine époque, pour tout ce qui était émotion et tout, pour la qualité de la voix, mais ça mesure des tremblements, ça mesure des irrégularités dans le signal de la fréquence fondamentale ou autre. Et donc, ça avait un peu de sens. Mais voilà. J'ai vu qu'il n'avait pas relevé la distance MS, mais bon, enfin, visiblement, c'est pas passé dans la postérité, mais ça, c'est le petit clin d'œil pour les connaisseurs. Voilà, je m'arrêterai là. Je vais essayer de récupérer l'exposé de Cédric et voir s'il n'y a pas des petits trucs et je vous le ferai passer quand je l'aurai. Solène, tu es sur les planches. Ah non, mais après, je ne demande pas ce que vous soyez complet ou pas. Je demande ce qui vous a intéressé et qui pourrait intéresser les autres, c'est tout. Par contre, je voudrais peut-être bien que tu viennes ici pour parler parce que comme c'est enregistré et qu'il n'y a pas de micro, si ça ne te dérange pas trop, je me sentir moins seul. Jérôme, si c'est possible, est-ce que tu peux mettre ton micro en mode standard ou large aussi? Parce qu'on n'entend pas les autres, ou très peu en tout cas. Tu n'entends pas les autres parce qu'en fait, ça ne marche pas le système de sonorisation, donc on ne peut pas vous mettre le. Ouais, mais Et si le tu. Apple, il est large là. Mais Tu corriges autre normalement, tu as chose? différents modes de micro qui sont. Normalement, c'est sur ta barre d'en haut avec les options là. Pas ici. Ah, t'as mis réduction de bruit, donc peut-être que c'est ça aussi. Ouais, je te l'enlève. Peut-être que. Allez, espérons que ça passe mieux. En tout cas, là, je t'apporte a l'air. les haut-parleurs. Bon, Merci. faut un peu que je me souvienne de ce que j'ai mis déjà, mais je me souviens qu'il y a un poster, quand j'ai fait le tour des posters un peu, il y a un poster que j'ai bien aimé et que je me suis dit que je voulais suivre un peu les études qu'allait faire cette personne après. C'est une doctorante qui était en première année, qui travaille avec l'armée, etc. Enfin, bref. Et en fait, elle parlait de l'impact du bilinguisme anglais-français sur les performances de la reco de locuteurs. Et elle a un peu regardé à quel point les systèmes, sur un rapport de vraisemblance, à quel point les systèmes pouvaient être impactés si on change de langue. Et elle a montré qu'effectivement, la vraisemblance baisse un peu, mais le système arrive quand même à reconnaître. Voilà. C'était des premiers résultats, hein, encore une fois, première année de thèse, mais pour la suite, elle aimerait un peu s'intéresser au changement de voix et de personnalité, etc., voir un peu en quoi ça peut jouer. Donc, je trouvais ça intéressant. Après, il y a un poster ça c'est un travail d'un doctorant de Corinne Fredouille, au LIA du coup. J'ai surtout pris en photo pour les personnes qui travaillent. Maintenant, il est en doc. C'est vrai ? Ok. Je me suis un peu posé question sur certaines conclusions qu'il a mis. Je me suis dit qu'il fallait que je lise son papier, parce que j'ai l'impression que dans ses conclusions, il disait l'inverse de ce qu'il montrait dans les résultats. Donc, bon. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour l'équipe d'aller regarder ce papier si jamais. Et après, ah oui, le LELD, donc ça c'est un travail qui a été fait par une ingénieure de recherche de ELRA, je sais jamais. Le truc qui met des corpus en ligne, quoi. ELDA, je crois. ELRA ? Bah, ELDA, on va dire ça. ELRA, voilà. J'ai trouvé son travail intéressant. Après, il y a un moment, quand elle nous présentait ses résultats, elle parlait, en fait, elle avait différents types de données et elle nous a dit « Ah oui, là, sur ce type de données, ça marchait un peu mieux, etc. » Et en fait,
malgré le fait qu'elle nous dise ça, elle mettait tout, elle nous montrait que un wear aggloméré, quoi. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, on est encore là-dedans de faire une grosse moyenne générale à la fin, alors que ça se trouve, il y a des disparités énormes et elle n'était pas capable de me répondre dessus. Donc voilà, je trouvais ça, j'ai trouvé le poster intéressant et en même temps, ben, je mets un peu de lumière là-dessus. Sur le fait d'essayer de séparer quand on a des corpus vraiment différents ou qu'on voit qu'il y a une différence, ça peut être intéressant de regarder les diffs. Après, c'est part du principe que ça devrait marcher sur tout, donc elle ne veut pas faire de distinction, peut-être, c'est peut-être voulu. Mais... Ouais, non, bah, elle a trouvé la question intéressante, elle a dit qu'elle irait sans doute regarder. Voilà, là. Bon, ça, c'est une conclusion de Jeff, mais effectivement, en étant en plein dedans sur le petit camion, je rapporte ces propos en disant qu'on a un besoin d'outils de normalisation qui soient utilisés par l'ensemble de la communauté si possible pour pouvoir vraiment comparer les résultats sur les systèmes d'ASR. Parce que ça devient un petit peu compliqué quand chacun fait à sa sauce. Donc après, il y a les scripts de normalisation de Esther, etc., qui refont surface, mais je pense que tout le monde les a pas... Comme tu dis, ils refont surface, c'est-à-dire qu'ils ont les pages qui distribuaient ces outils ne sont plus disponibles. Donc, Voilà. c'est des choses qui sont enterrées dans ceux qui ont fait ces campagnes il y a 10 ans, quoi. Peut-être un truc à voir avec la ECP pour... Non, mais nous, regarde, Jeff, il parle, c'est parce que ça le concerne. Le petit camion pour apporter ça. Voilà. On va faire ça. Victor n'est pas là. Voilà. Après, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que le where, encore et toujours, on entend que personne ne l'aime, etc., mais on n'utilise que ça. Voilà. J'ai pas de réponse, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui tournent un peu en rond. Et après, bon, ça c'est des apprentissages personnels, mais un peu comme pour la parole spontanée, j'ai noté qu'il y avait un problème de définition commune autour de intelligibilité et compréhensibilité. J'ai l'impression que certains font la différence, d'autres disent que c'est la même chose. Et à chaque fois, on est obligé de redéfinir les termes. Enfin bref, ça m'a marqué. Dans les présentations que nous on fait, on cite toujours les travaux qui définissent les termes, tu vois, et c'est pas pour rien. Parce qu'effectivement, tu as raison, il y en a beaucoup qui considèrent que l'intelligibilité, c'est la compréhensibilité. Ouais. Est-ce que ça dépend des communautés, des gens qui viennent faire des communautés? C'est ça. Plutôt linguistes, là, ils ont vraiment d'autres référentiels. Bah après, ce qu'avait fait Timothy sur son étude d'Alphi, quand même, il y avait des sciences du langage, des chercheurs en sciences du langage, en informatique, en clinique, donc normalement, quand même. Oui. Une étude d'Elphi, c'est pour essayer d'obtenir un consensus entre experts et essayer de converger justement vers des définitions. Hein. C'est ce qui avait été réalisé pour arriver à faire ce genre de choses. Et c'est des choses qui ont été lancées aussi sur la déglutition pour qu'on sache aussi de quoi on parle et de qu'est-ce qui agit là-dessus. Ça dépend des besoins des chercheurs. S'ils n'ont pas besoin de faire le distinguo, c'est hyper facile de mélanger les deux. Et c'est sûr que c'est hyper dommage. Ceux qui étudient la langue des deux, ils font le distinguo. Pour eux, compréhensibilité, c'est à partir du moment où il y a l'intervention du cerveau et qu'il y a des aspects cognition qui rentrent en jeu, etc. Et pour eux, intelligibilité, c'est notre compréhensibilité à nous. Donc là, c'est vraiment un problème de domaine. Bah, notre compréhensibilité à nous, ça fait intervenir les mécanismes centraux quand même. Parce que c'est la capacité à accéder au contenu du message en mettant en œuvre tous les éléments de contexte. Donc c'est l'état de plan cognitif. Ça ne juge pas l'effort que tu fais pour y arriver. Mais ça ne juge pas l'effort que tu fais. Alors que sur cet aspect-là. Après, d'un point de vue personnel, moi, ça m'a rappelé mes travaux de thèse sur la parole spontanée, où c'était pareil, quand tu commences à mélanger les domaines, enfin moi je suis vraiment allée piocher dans plusieurs domaines, et quand tu commences à mélanger les domaines, tu te rends compte que c'est compliqué. Et parole spontanée, d'ailleurs, en traitement automatique, souvent, il y avait la définition de « Ah, c'est tout ce qui n'est pas préparé ». Oui, alors c'est un peu plus subtil que ça, en vérité. On a eu des speeches où les gens disaient parole spontanée, et puis quand tu sais ce qu'il y a derrière, aussi. C'est pas du spontané, ça. Aussi. Donc, Sur voilà. la parole journalistique, ils disaient c'est de la parole spontanée. En gros, ils disaient Bah, que tu tout ce peux, qui n'était pas lu. voilà. C'est là que l'idée d'un continuum et tout, c'est intéressant. Voilà, sur les implants cochléaires, alors truc tout bête, mais moi je m'y étais jamais, j'avais jamais assisté à des présentations dessus et je me souviens de la petite photo avec les électrodes et tout. Tout ça, c'est des trucs que je savais pas, donc je pioche des petites choses par-ci par-là.
J'ai bien aimé aussi sur la dernière présentation que malheureusement j'ai pas vue jusqu'à la fin, mais sur la plénière de Mélanie Juppé. Je trouvais ça hyper intéressant, le locuteur notamment, qui a voulu. Enfin, la tâche c'était de résumer 4 vignettes de BD, quoi. Et le locuteur qui a tout résumé en 2 secondes et qui après a dit voilà. Bah, il Dans savait le plus gros quoi dire, donc silence. il a demandé si elle aimait Brassens, en fait. Hein. J'ai trouvé ça assez intéressant de voir que pour une même pathologie, il y a vraiment différentes. Enfin, j'en pose des portes ouvertes, hein, mais il y a vraiment différentes stratégies qui sont mises en place. Et après, bon, ça c'est un point de vue. Voilà. Je me suis noté de creuser le papier. Il y a un papier qui a été présenté par. J'ai oublié son nom, mais en gros par une équipe de Bordeaux, là, sur benchmark des systèmes d'ASR, et il faut que je creuse. Voilà. Je pense qu'ils ont fait ça, je pense que c'est Jean-Luc là. Jean-Luc, ouais. Ils ont fait ça pour leur domaine à eux. Et donc justement, ouais, c'est intéressant de regarder. Ça rejoint la question sur le d'or. Ouais, aussi. Je crois que c'est tout pour moi. Allez, Flavie. Pour meubler un peu, je crois que j'ai repéré que aucun n'avait été marqué en fait par la présentation sur la personne qui avait mangé une flûte, mais bon, c'est pas grave. Si, moi j'ai mis un truc. Ah, t'as mis un truc, hein, d'accord. Le petit aussi. Ah ouais, ok. Bon, bah, les deux. Bah, du coup, moi, c'était surtout par rapport à ce que je faisais. J'ai un peu pris en photo par rapport à un truc qui pourrait être utile dans ma thèse, notamment. Mais après, je me rappelle plus la photo en bas à gauche sur quel corpus c'était. Donc, ça, c'est pas hyper utile. Mais c'est quelqu'un qui a testé sur différents types de. Typalogue, c'est le d'ASR. projet sur les gens qui ont des dysfluences là, et qui a été fait par Avignon, le LPL et le LPP, il me semble, ouais. Parce que du coup, il y a des systèmes qu'ils avaient testés que moi, j'ai pas testé. Du coup, je me suis dit, peut-être. Après, en bas à droite, c'est sur l'augmentation de données, parce que c'est peut-être une question aussi, si je suis dans ma thèse, quand je vais faire du fine-tuning, il va me falloir peut-être avoir plus de données. Donc là, c'était d'utiliser de rajout de bruit blanc ou des choses comme ça, auxquelles j'avais pas forcément encore pensé. Et en haut, c'était un truc par rapport à la disfluence, parce que, je sais pas, ça m'a aidé à comprendre vraiment ce qu'on attendait, enfin, parler par le terme disfluence. Alors, pause silencieuse, pause pleine, hésitation, reformulation, faux départ, répétition. Et voilà. Et après, là, c'est vraiment des notes que j'ai mis par rapport à ce qu'il y avait vraiment écrit sur mon papier. Ils ont parlé à un moment donné du tapissage de la voix. Je trouvais que c'était intéressant, c'était parce qu'ils travaillaient sur est-ce que c'était plus simple de reconnaître, je crois, une voix familière. Et pour ça, ils ont fait ce qu'ils appellent le tapissage de voix. Donc, ils ont mis une personne qui devait. C'était quelqu'un qui devait reconnaître la voix de quelqu'un qu'il connaît parmi des voix qu'il ne connaissait pas. Et il devait dire, ah, mais être sûr que c'était tel type de personne avec des gens qui n'étaient pas non plus très éloignés pour être sûr que ça marche réellement. Et ensuite, que l'humain était plus fait pour la communication que pour vraiment être dans le dialogue, que juste pour parler seul. Ensuite, on a eu une super présentation sur où j'en ai retenu que le Y c'était une consonne, mais peut-être pas vraiment une consonne, c'était peut-être une semi-consonne avec une histoire de flûte pour représenter les voyelles et les consonnes. Et après, tout ce qui était variation dans le locuteur, donc interindividuel et intra-individuel. Je trouvais que c'était intéressant également. Et après, par rapport à mes sessions poster, parce que du coup, ma session poster, j'ai eu quelques idées en plus. Je me suis dit que je pouvais le marquer, ça pourrait aider. On m'a fait remonter d'identifier les endroits où les erreurs apparaissent le plus souvent par rapport à un tour de parole. Est-ce qu'il y a plus d'erreurs, par exemple, au début du tour de parole, au milieu ou à la fin? Baptiste, ici présent, après discussion, on a pensé que ça pourrait être sympa de faire un fine-tuning avec des enregistrements du coup pathologiques, avec les mêmes pathologies spontanées mais en anglais, comme ça c'est un peu les mêmes troubles mais pas dans la même langue, ça pourrait aussi aider. On m'a aussi parlé du taux d'erreur phonème, dont on en avait déjà parlé au début, mais voilà, ça pourrait être aussi une piste pour regarder un peu d'où viennent les erreurs. Et après c'est le DOR, c'est ça, je crois que c'est toi qui m'as dit de le marquer.
Bon, apparemment, bah, j'ai pas encore re-regardé, mais apparemment. Il disait pas tu dors, c'est ça? Non. C'est quelqu'un qui en a parlé dans une présentation. Oui. Et du coup, j'ai dit, ah oui, ça pourrait être intéressant. Voilà. Et du coup, je connais l'ai. pas plus que ça. Mais du coup, je l'ai marqué, j'ai exactement marqué ce que tu m'as dit à l'oral. Ouais. Mais je suis pas allée plus loin encore pour l'instant. Cette idée là de que sur les mots les plus utiles, c'est un peu ce que moi j'avais derrière la tête, mais je pense que Solène aussi, hein, sur le petit camion, et essayer de reprendre les mots qui sont dans leur formulaire là. Enfin, voilà. Mais je crois que t'enlèves tous les mots un peu superflus dans une phrase. Tu mets pas sur un pied d'égalité le et le. Et ouais, voilà. Et après, tu fais de la reco que tu fais. Peut-être tu pondères les erreurs avec la fréquence des mots. Ouais. Non, c'est qu'il y a une sélection des mots, mais je sais plus sur quelle base. Voilà. J'ai pas regardé. Et après, c'est là. une méthode d'erreur que sur ces mots-là. Si tu retrouves le papier à la rigueur, on mettra un petit lien. Hein, comme ça va pas... Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde en fait. Oui, il faut que je regarde sur quel jour je l'ai noté. Je vais pas rentrer dans mon problème. Non, mais je vais regarder sur quel jour je l'avais marqué. Parce que du coup, on a 3 versions du diaporama. Non, les 3 versions c'est pour sauvegarder, pour pas que ça disparaisse. Ah non, c'est vrai notre papier, oui. Mais j'ai le jour déjà. Je vais regarder après. En tout cas, Jean-François, il l'a relis dans une version. Ah, ok. Ça, je crois. Ah, c'est la question. Oui, c'était peut-être une question. Je crois que c'était ça. Bon, j'essaierai de à trouver chercher, ça. et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Super, merci beaucoup. J'essaierai de trouver. Allez, Lauriane. Cette semaine, en fait, on a surtout parlé de variabilité individuelle. Et du coup, j'ai mis 2 diapos de conclusion où la conclusion c'était qu'il y avait de la variabilité. Mais en fait, c'est variabilité dans le sens large, dans le sens des stratégies utilisées, dans le sens de la façon de parler. Voilà. On retrouve aussi ce que Jean Gros faisait avec la variabilité qui était le bruit, voilà, enfin, une sorte de bruit en fait, qui Ouais. en plus c'est ce qu'on modélise. Et aussi, dans les toutes premières présentations de la semaine, je sais plus laquelle. Ouais. Il y avait un travail sur la charge cognitive et la fatigue qui était présenté, et aussi sur les différentes choses qu'on fait quand on dialogue, donc avec la convergence en quelque sorte, mais du coup elle l'a détaillé en plusieurs étapes. Et j'ai mis des diapos, mais je vous conseille d'aller... Enfin, je sais pas s'il y a le papier des longues présentations. Et non, souvent non. Non, les papiers sont en ligne. Non, mais Euh, pas les plénières. non, pas les plénières. Ah, plénières, Ça, c'est le genre de chose qui doit être demandé, mais qui met du temps à arriver, je pense. Parce que je me souviens plus très bien, mais c'était très intéressant. Et attention pour les personnes qui vieillissent, parce que parce que ça altère les performances cognitives. Tu sais à partir de quel âge tu vieillis? À partir de, je crois que c'était à partir de 40 ans, non? Par exemple, ton oreille, c'est à partir de 20 ans. Et je veux Ah pas oui. te faire peur, mais bon, enfin, t'es déjà vieillissante. Hein, Ah, de toute façon, plus à 25 ans. dans cette présentation-là, j'ai l'impression d'être DFT, mais c'était, je sais plus ce que ça voulait dire, mais c'est frontotemporal, démence frontotemporale, ouais. Ça. C'est ce qu'a Bruce Willis. Et après, il y avait pas mal de choses sur l'ASR, mais en fait, Jérôme en a parlé dans l'introduction tout à l'heure. J'ai juste pris des petites captures d'écran. Et il faisait très chaud, mais ça allait, moins qu'ici. Il y avait les grenouilles. Étienne a gagné un casque le jour de son anniversaire. On a fait beaucoup de punch et les buffets étaient pas super pour les VG, mais les sushis étaient très bons. Voilà. Ah oui, 2 décembre. Suivant. Allez, merci beaucoup. Mathieu, Moi, je vais aller vite parce que du coup, vous avez déjà à peu près tout dit. Donc, sur la production de parole, je vous ai mis la slide que Lauriane a aussi mis. Et c'est intéressant la mise en perspective qu'elle a fait justement sur la variabilité individuelle et les effets qu'il peut y avoir justement d'adaptation à la production de parole, même sur des locuteurs sains, mais encore plus sur des locuteurs pathos.
parce que quand on est dans une dynamique, quand on parle, c'est pour communiquer, c'est pour échanger, et donc des éléments qu'il faut garder en tête quand on s'intéresse à la communication. Donc, je trouvais que la diapo était assez intéressante en termes de synthèse et en termes de structure, donc je l'ai remise là. Et puis, on attend la version 2.0 du collier Swalis pour détecter les gens qui ont des flûtes à la place de la langue. Par rapport un peu, je pense. Donc, pour redonner un peu de contexte, en fait, c'était une histoire sur la perception de la production de parole et les outils pour évaluer la production de parole. Et donc, on a eu une présentation un peu surréaliste, en fait, qui a passé beaucoup de temps sur Arduin, qui est donc du XVIIIe siècle, et qui envisageait la production de parole comme une flûte, en fait, qu'on avait un peu dans la gorge, un peu dans la bouche, et la langue venait appuyer sur les boucher boucher les trous. les trous de la flûte, et ça donnait des sons un petit peu différents. Et donc, en fait, comme l'a dit un peu avant Flavie, c'est que le Y, par exemple, c'est une consonne, une semi-consonne, une voyelle, enfin, on ne sait pas trop. Mais je crois que l'idée, c'était qu'on peut en s'en foutre. Parce qu'ils nous ont fait écouter des morceaux de flûte avec que des consonnes et des consonnes voyelles, et on a du mal à voir la différence. Voilà, ça nous a fait des démonstrations, donc elle nous a fait une consonne à la flûte, une voyelle à la flûte, et moi j'ai rien compris. J'ai pas bien vu la différence. Voilà, après sur l'atelier Prosodège qui est animé par nos 3 doctorants qui ont passé donc, tout l'atelier à avoir tous les slides projetés derrière évidemment, des organisateurs. Ben, on a compris que la prosodie c'est le rythme, ou peut-être l'inverse, peut-être que c'est différent. Ça non plus on ne sait pas trop. Mais voilà. Comme l'a dit Mélanie Jucla, on a tous raison de s'inquiéter de vieillir en fait. Donc, et puis bon, on voit que dans l'équipe quand même il y a des gens qui pronostiquent mieux les matchs que d'autres. Voilà, on a quand même regardé ça. On s'organise un peu sur ça. Voilà. Alors, les consonnes et les voyelles à la flûte. Moi, j'ai compris. Il fallait juste avoir une oreille de flûtiste, je crois. Parce que c'est quand tu fais une consonne, tu fais te avec. Tu mets la langue ou pas, ouais, c'est Ouais, ça le c'est truc ça. en fait. Ouais. C'est le. C'est très clair. C'était vraiment très clair. En tout cas, cette conférence m'a ravie. Je tiens à vous remercier tous et toutes pour cette semaine top délire méga groove. Du coup, vous avez déjà dit beaucoup de trucs que j'avais notés, du coup je les ai pas renotés. Mais ce que j'ai trouvé, que vous n'avez pas trouvé, c'était 2 posters qui m'ont intéressée. Un sur les X-Vectors, donc un gars qui a étudié comment ils étaient sensibles aux distorsions et au bruit par rapport à un autre système qui était... que quand j'ai fait la diapo, je m'en rappelais plus, mais du coup, je suis retournée voir son papier et c'était un truc genre Akata, TDNM, Adaka, Aga, je connais pas. Je vous remettrai le lien du papier sur la diapo, mais sur le moment, j'y ai pas pensé. Et donc, visiblement, les X-Vectors, ils auraient tendance à encoder le bruit plus que le changement de locuteur face à un même bruit. Et voilà, du coup, c'est quand même faillible sur certains points. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a. Je pensais que ça serait potentiellement plus robuste que ça. Et dans son test, la personne a l'air de dire que l'autre système qu'il testait était plus robuste, en tout cas à la distorsion et au bruit. Mais j'ai cru comprendre sur son poster quand même qu'il avait de meilleurs résultats quand il essayait de faire du clustering avec les X-Vectors qu'avec l'autre. Mais du coup, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai pas compris et il faut que je retourne lire ce papier. Voilà. Ensuite, un autre poster que j'ai trouvé cool, c'était celui d'une doctorante de Jean-François Bonastre, Yousra Djelassi, qui du coup présentait c'est dans son travail avec la méthode BALR. Donc ça consiste en gros à partir d'embeddings,
essayer de faire de l'explicabilité de ces embeddings en du coup utilisant un système encodeur-décodeur, récupérer l'espace latent, mais avec du coup un espace latent qui est binaire, et après s'intéresser du coup à quelles sont les cellules qui s'activent en fonction des résultats, pour pouvoir après remonter dans l'explicabilité. J'ai trouvé que son travail il était bien intéressant et bien complet. Voilà. Ok, merci. Allez, Étienne. Voilà. Bon, bah, il a pas mal. Alors, il a pris beaucoup de notes. Il était très. Il prenait des notes sur pratiquement, je pense, tout ce qu'il voyait, hein, en fait. Hein, tous les, donc, il a réussi. Bravo. Et là, il nous a mis pas mal de choses. Bon, c'est pas mal rédigé, donc je pense que vous pourrez aller regarder un peu de ça. Et ouais, il n'a pas mis les liens vers les posters, les papiers, mais il y a moins les auteurs, donc c'est peut-être plus facile à retrouver. Ok, allez, et Julie, c'est parti. Tiens, comme tu es vieille, je te demande l'ordi. C'est gentil de me donner l'ordi, pas la première phrase. Je prends 2 ordi, un pour chaque œil. Donc moi, ce qui m'a intéressée finalement, c'était notamment dans le premier atelier qu'on a vu, c'était la suite un peu du benchmark et où ils en sont dans leur réflexion. Notamment, ils ont parlé un petit peu du projet Pantagruel, où, comme le disait Jérôme, là, c'était surtout au niveau des encodeurs autosupervisés et où ils essayent de voir un petit peu comment ça peut avoir une unification de ces modèles. Et notamment, il y a Salima qui travaille à Avignon, qui était une ancienne doctorante de Yannick, qui regarde tout ce qui est SSL au niveau des langues. Donc elle nous a fait une présentation, je lui ai demandé ses slides, donc je pourrais les mettre sur le cloud de Samova. Parce que c'était très 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 dense par contre. Mais bon, il y avait vraiment beaucoup de choses sur ces SSL, elle en a testé beaucoup. Et là, donc c'était les représentations sémantiques qu'on peut avoir en fonction de plein de langues et savoir si dans l'espace de représentation, du coup, les phrases, elles arrivaient au même endroit puisqu'elles étaient censées coder la même sémantique, quoi. Donc elle a fait un gros travail là-dessus et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Comme toi, le travail de Valentin avec un seul N, enfin, il y en a déjà beaucoup dans son nom et son prénom. C'était pas la peine d'en rajouter. C'était super intéressant. J'ai trouvé cet effet de sélection des données pour la parole des Esther et Pâques et autres, enfin, tout ce qu'ils ont à l'INA, en fait, finalement. Et moi, j'ai trouvé que finalement, en fait, au niveau des paroles atypiques, parce qu'il y a eu quand même pas mal de présentations sur de la parole patho, sur de la parole d'enfant, sur de la parole spontanée. Et les gens n'ont pas tellement fait de données synthétiques, n'ont pas tellement généré de données synthétiques, à part ce que toi t'as montré, je crois, non? C'était Solène? Non. Ou Flavie? Bon, c'était Flavie. Où tu disais, ça m'intéresse parce qu'elle a rajouté du bruit blanc, tout ça. En tout cas, il n'y a que elle qui a passé un moment à... Enfin non, d'ailleurs, je lui ai posé la question, mais comment tu as généré tes données? Je crois que c'est moi qui lui ai demandé. Et du coup, c'est là qu'elle a montré son slide pour dire, j'ai utilisé tel truc. Donc, c'est une petite marotte que j'ai en ce moment, c'est les données synthétiques qui, finalement, au GEP, on n'a pas trop vu ce besoin-là. En tout cas, il n'a pas été exprimé autant que ce que j'aurais pensé. Et ouais, essayer d'avoir... du coup, j'ai pas de réponse sur comment et dans quel domaine c'est intéressant d'avoir un retour d'expert qui nous dit que c'est encore de la parole patho, encore de la parole d'enfant. Voilà, donc c'est un petit peu ce que moi j'avais retenu.
Et c'est à Julien. Juste une petite question sur le projet Pantagruel, là. Ouais. Tu disais ils veulent faire un truc unifié, mais c'est-à-dire Oui. qu'ils veulent avoir une seule représentation, un seul truc SSL, ou c'est juste la structure qui est la même? Parce que ça va un peu en contradiction avec ce que disait Jérôme sur le fait de réapprendre des modèles à chaque tâche. Bah, je pense qu'il faudrait creuser ça parce que du coup, Pantagruel, ils sont allés assez vite. Et là, Salima, finalement, qui fait partie du projet Pantagruel, elle a plutôt décrit pour leur cas de la sémantique dans plusieurs langues, comment ils avaient fait. Et pour l'instant, ils ont utilisé plusieurs systèmes de SSL. Ouais, ok. Mais du coup, le côté unifié, il est... Bah, le côté unifié, je l'ai pas vu et je voudrais savoir, oui, effectivement, c'est quoi l'objectif et jusqu'à quel point ils veulent unifier. Et j'ai pas... Ça, ils n'ont pas dit. Voilà. Merci. Donc sur les ateliers, j'ai bien aimé Prosodège. Le fait que déjà on soit tous en rond, qu'on donne la parole à chacune des personnes dans un premier temps pour dire pourquoi elles sont là, quel est un peu l'intérêt pour cet atelier. Et qu'ensuite, chaque fois qu'il y avait des questions, qu'elles soient un peu cash sur qu'est-ce qu'est la prosodie ou est-ce que le rythme c'est dans la prosodie, etc. L'avantage c'est que ça donnait un peu la parole à tout le monde et tout le monde pouvait donner son avis. Et j'ai trouvé ça assez sympa, voilà, de donner finalement autant le poids à la personne qui travaille dessus depuis 20 ans, à quelqu'un qui est doctorant en première année, etc., sans juger. Donc c'était assez sympa comme format. C'était juste un peu court, ce qui fait que des réflexions sur comment on pouvait travailler ensemble d'un point de vue pluridisciplinaire, ça a été un peu abordé dans les 5 dernières minutes, mais dans le sens, on pourrait peut-être faire une liste de diffusion, mais il faudrait bien qu'on fasse quelque chose, mais on n'avait pas le temps finalement d'en parler. Et voir, on n'avait pas le temps de dire finalement s'il y avait 3 sujets sur lesquels on devrait travailler, qu'est-ce que ça pourrait être, et qui serait intéressé pour chacun des sujets. Il prévoit quand même un atelier, de relancer un atelier sur le Prosodège, par exemple au JPC l'année prochaine. Mais en fait, ce genre d'atelier, ils le font tous les 2 ans dans les GEP. En tout cas, comme dit Julien, il n'y a pas de truc concret qui aménage. Et c'est dommage parce que c'est l'un des rares sujets où il y a toute la communauté qui a son mot à dire. Voilà. Autant sur celui d'après, la Gram, c'est clair que tu as un tiers des gens qui sont intéressés, les 2 tiers ils s'en foutent complètement. Autant là, que ce soit des gens qui font des aspects plus informatiques, automatiques, des gens qui sont plus des sciences sociales, humaines, etc., ils sont aussi intéressés. Des gens qui sont dans le domaine médical peuvent être aussi intéressés. Donc c'est dommage que ça pousse pas un peu plus. Voilà. Mais le format est intéressant. Mais le format était sympa. Gram, justement, c'était le format un peu à l'inverse. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient me faire une présentation pendant 15 minutes. Au bout de 35 minutes, on lui dit que normalement c'est terminé. C'est pas grave, sinon il n'y aura pas de questions. Voilà. Donc c'était des tableaux de résultats en veux-tu, en voilà, avec le système 1, le système 2, le système 3, le système 4, le système 5. Et presque. La différence était à l'oral et très rapide. Si, ou c'est pour dire que ça gagne 1% à chaque fois, mais bon. Si tu prends Gwen, ça va gagner 10% et ça va tuer le game. Et dans ces cas-là. Non? À quoi c'était dû? C'était juste que ça faisait gagner des points. C'est nul. Enfin, quelquefois, on m'a souvent fait le reproche que je faisais plus de l'ingénierie que de la recherche. Grâce à des présentations comme ça, je me suis dit que moi, je faisais de la recherche. Voilà. Parce que là, grosso modo, c'est que du travail d'ingénieur. On fait tourner des moulinettes, on fait tourner des moulinettes. Voilà. Bon. Et ensuite, ce qui a été bien, c'est qu'on a pu voir des gens qu'on ne voit pas souvent. Eh oui. Comme le Pat Le Guen, quoi. Ouais. El Cubano 31. El Cubano 31. Voilà. Qui a encore fait du grand spectacle, qui s'est fait enfermer dans l'université. Voilà. Et je te raconterai l'histoire, elle est fabuleuse encore. Pour rappel, c'est le gars qui s'est fait arrêter dans le métro à Paris, qu'ils ont mis en slip pour le fouiller, voir s'il n'avait pas une bombe sur lui ou des choses comme ça, quoi. Alors qu'il est temps de faire des enregistrements dans le métro, pour nous, quoi. Mais un peu en pirate. Mais bon, voilà, sans autorisation, en allant là où il n'était pas censé aller en pleine période d'attentat. C'est ça. Et le seul truc qu'il avait, c'était une feuille où il y avait
un truc CNRS avec le drapeau de la France, etc. Et donc quand il a montré ça, ils ont dit c'est vous qui l'avez fait, non? Non, non. Non, c'est l'université. Ensuite, il y avait les plénières. La première, Christine Meunier, j'ai vraiment bien aimé parce qu'elle a fait un truc hyper pédagogique. C'était clair. Il y avait des choses sur lesquelles elle travaille depuis 20 ou 30 ans. Et presque, elle nous disait, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ou c'est peut-être pas ça, etc. Enfin, cette modestie en plus, incroyable. Ce qui était pas mal, surtout ce que j'ai aimé, c'est cet aspect variabilité individuelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux que nous faisons ou qu'on a fait par le passé, où quand il y a une personne ou quelques-unes qui se retrouvent un peu décalées dans notre espace de visualisation, souvent on va appeler ça des outliers, où on va se dire, voilà, finalement c'est des intrus, à la limite on pourrait presque scorer 100. Et là, ce qui était important, c'est qu'elle arrivait à montrer justement qu'il y avait des variabilités, intra ou inter-individuelles. Et finalement, plutôt que d'essayer de modéliser peut-être tout un groupe et pour dire que tout le monde répond à ce groupe, et ça pouvait être intéressant de se focaliser aussi sur la personne. Et donc il y avait des choses assez fortes sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Ça ne donnait pas toutes les réponses, mais au moins ça donnait l'envie de se poser des questions. Voilà. Et ensuite, je n'ai pas été à l'atelier de l'écrivain. Donc, c'est ça, l'écrivain, non? Jean Moreau. Tu as dit que c'était peut-être un écrivain, non? Donc, j'ai pas été. Pardon, à la plénière de Jean Moreau. Par contre, après, celle de Véronique Delvaux et Mélanie Jucla, j'ai bien aimé, moins que celle de Christine Meunier, mais j'ai bien aimé quand même. Véronique Delvaux, c'est juste pourquoi, c'est que finalement, si tu suis un peu ses travaux depuis une dizaine d'années, grosso modo, elle a replacé ses posters ou ses présentations, donc il n'y avait rien de très nouveau, mais n'empêche que tout ce qu'elle disait, c'était vachement bien fait. Et puis là, si tu veux trouver des fautes sur les diapos, tu peux t'accrocher. Hein. Et ensuite, celui de Mélanie Jucla, j'ai bien aimé aussi parce que je connaissais la personne, mais pas forcément ce qu'elle faisait qui était en lien avec la parole. Et je trouvais qu'il y avait des aspects assez intéressants entre ce qui se fait au niveau plutôt cerveau et nous, ce qu'on fait. Et pareil, elle le présentait de manière plutôt sympa. Ouais. Donc, nous, on a travaillé avec Jérôme beaucoup avec elle sur Evolex. Et moi, j'en étais resté un peu à ça. Et je vois qu'elle fait des choses beaucoup plus intéressantes sur lesquelles on pourrait presque travailler ensemble. Bon. C'est la future, à partir du 1er septembre, c'est la future directrice du labo, le LMPL. Après, sur les communications orales, j'ai bien aimé certains trucs. Le premier, le truc perception, où il y avait déjà quelqu'un de notre équipe, Baptiste, qui a eu des questions. Voilà. Et qui ensuite, certains ont dit que bon, il était comment? Il était surprenant. Ouais. Ouais, c'est ça dépend. Ensuite, le lendemain, il y a eu l'apprentissage autosupervisé. Et là, j'avais vraiment une crainte sur cette session parce qu'en fait, quand on a préparé le planning, tous ceux qui étaient, on va dire, pas du côté automatique, avaient dit que cette session, ben, grosso modo, ils iraient à la plage ou ils ne viendraient pas, ou etc. Et finalement, il y a eu plein de gens qui sont venus, même des radicaux qui ne voulaient pas venir. Et dans les radicaux qui ne voulaient pas venir, il y en a même un qui a dit que la présentation d'Étienne, c'était trop bien. Quoi. Alors que pourtant, vu ce qu'il présentait, entre les SSL, ASR, entre le fait qu'il y ait des données synthétiques ou des données naturelles, entre le fait qu'il y ait des données d'adultes ou des données d'enfants, il y avait de quoi devenir fou. Jérôme tout à l'heure a dit que c'était compliqué. Voilà, et la personne a fait. En fait, c'était. J'avais l'impression que je comprenais, il m'a dit. C'est sa présentation qui a fait le petit delta, et c'est pourquoi il a eu le prix en fait. Parce qu'il y en avait deux papiers qui étaient l'un contre l'autre. Et ça s'est joué grâce à la présentation. Et après, les posters, globalement, c'était intéressant. C'est toujours un peu pareil. Tu as toujours plein de posters. Et soit il y a des moments où tu n'as pas le temps de les voir tous sur la période de temps, soit tu te retrouves, ou quelquefois, une fois que tu en as vu deux, tu n'as plus envie de voir les autres. Quoi.
Après, voilà, moi j'ai bien aimé par exemple celui justement de Patrice Guyot, même si pour l'instant c'est pas un truc abouti, mais ils essayent de montrer comment en utilisant la musique, on peut aider des personnes qui ont Alzheimer. Jusqu'à maintenant, ils avaient utilisé ça pour la marche. Ils se rendaient compte qu'en leur diffusant de la musique en direct, ça améliorait leur marche, voire même si c'était fait pendant plusieurs jours consécutifs, même sans avoir la musique, ils arrivaient à mieux marcher. Et là, Ce qui est intéressant, c'est quand tu montes le tempo, ils vont plus vite, quoi. non, parce qu'en fait, c'est pas vrai, c'est qu'en fait, le tempo est adapté à la vitesse de leur marche. Et Patrice, là où il essaye de faire un truc intéressant, c'est qu'il essaye de voir est-ce que ça améliore aussi leur diction. Bon, là, il n'avait pas de vrais résultats, donc, bon, parce qu'il n'y a pas assez de données. Avec de la musique toujours? Ouais. Mais en tout cas, ça avait l'air, sur les pataka, ça avait l'air d'améliorer. Ah ouais, donc, ça pourrait être intéressant de se demander, du coup, la musique, qu'est-ce qu'elle enclenche dans le cerveau qui fait que. Après, j'avais quand même des petites questions. Enfin, moi, il y a une question que si les personnes qu'ils avaient pour leur étude, est-ce qu'ils étaient censés de base, ils n'avaient pas répondu. C'est un peu dommage quand même. Et c'est pour ça que je dis que pour l'instant, c'est des pré-résultats, quoi. Ouais. C'est, on va dire, il a analysé 4 personnes. Voilà. Autant sur la marche, ils ont fait un truc un peu costaud. Autant là, sur la parole, c'est un peu léger. Sur les 4 personnes, ils ont analysé 2 où le rythme était calqué sur leur marche, et 2 où c'était un rythme un peu aléatoire. Et ils se rendent compte qu'en tout cas, sur les 4, pour l'instant, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire ça améliore leur parole, quoi qu'il arrive, même si tu mets un tempo complètement différent. Parce qu'ils considèrent que le tempo de la marche, en fait, c'est un peu ce qui correspond à leur horloge interne. Ouais. Bon, ça doit être un peu lié. C'est les ondes du cerveau, là. Ouais. Les alpha machin. Mais ouais, ça c'est super intéressant. Je trouve. Ouais. Enfin, c'est sur ce côté boucle de perception, production. Après, j'ai raté un poster qui n'était pas un vrai poster, qui était une démonstration sur machine. Parce qu'il y avait chaque fois trop de monde. Je ne sais pas si quelqu'un y a été. Nicolas Audibert. Est-ce que quelqu'un y a été? J'ai vu de loin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était pour voir si c'était bien? En gros, je crois qu'il a fait en logiciel. C'est ça. Jusque-là, ça va. Pour aider, pour diffuser les résultats. Faire les perceptives, les expériences perceptives. Là. Des expériences perceptives. Pour aider à construire des expériences perceptives, je crois, sur Oui, Psytoolkit. Exactement. Et tu peux choisir le nombre de catégories que tu veux mettre, si tu veux que ce soit des échelles ou si tu veux cliquer. Enfin, c'est pour les évaluations perceptives. Ouais. Parce que Psytoolkit, c'est une plateforme qui existe depuis très longtemps et qui permet de faire des expériences perceptives, mais c'est un peu compliqué d'accès. C'est-à-dire qu'il y a un peu de code à faire et c'est pas toujours hyper évident pour tout le monde. Et de ce que j'ai compris, mais du coup, j'ai pas vu sa présentation, c'est qu'il a fait une interface justement tu permettre de programmer des expériences sans avoir à tout coder. Et... Ouais. Tu sélectionnes juste ce que tu veux et après ça te génère le code, je crois, et après tu peux le... En fait, je pense que c'est un peu en concurrence avec les outils d'Ex là, qu'ils utilisent. Ou un peu ce que Pascal aussi. Ouais, Pascal Gare, sauf qu'il y a, c'est que lui, c'est des catégories, on ne les fixe pas. Oui. C'est l'utilisateur qui se les fait. Pascal, il fait un truc sur le serveur web alors que là, c'est en local. Vous parlez du poster de Nicolas? Oui. Oui. Ouais, en fait, l'avantage de son système, c'est surtout d'arriver à sélectionner un sous-échantillon d'un gros corpus pour des expériences perceptives exploratoires en fonction de critères très précis. Par exemple, je ne veux pas que le même locuteur apparaisse plus que 3 fois, qu'il y ait 2-3 fois des stimuli avec telle condition à la suite les uns des autres. Donc, c'est des règles un petit peu compliquées comme ça qu'on fait généralement à la main. D'accord. Ah ouais. Donc c'est pas vraiment pour faire une expé perceptive, c'est pour choisir les stimuli en fonction de règles complexes et se faire un sous-échantillon qui soit représentatif et pas prendre comme par hasard, je sais pas. Mathieu demande si derrière ça monte pas l'expé avec le logiciel Psytoolkit. Ça je sais pas. En tout cas le code est dispo sur GitHub. Ouais. Bon.
Enfin, en tout cas, il y avait tout le temps quelqu'un. Ce truc, il est resté. Ouais, c'est bon, c'est pareil. Ouais, puis quand tu faisais la démonstration, ça prenait 45 Je minutes. suis passé 2 fois et c'était bien. Disons qu'il y avait beaucoup de monde et ça prenait beaucoup de temps pour chaque personne. Donc, je suis pas sûr que grand monde ait pu vraiment assister à sa présentation parce que quand tu arrives en cours de route, en fait, il fallait le prendre depuis le début. Sinon, j'ai essayé de me rapprocher, mais si tu manques le début, je ne pas longtemps. Ok. J'ai modifié le mauvais diapo. J'avais fait une slide. Ah oui, alors désolé. Non, c'est pas ta faute. Si je peux raconter le. Ouais, moi aussi, il y avait une slide, mais... Ah ouais. Pas là, Parce qu'en fait, moi, j'avais modifié en local le PowerPoint. Et quand je suis revenu, enfin, c'était quand? Hier ou avant-hier? Avant-hier. Je me suis aperçu qu'il n'y avait plus mes diapos. Et donc, je ne savais pas trop pourquoi. Et moi j'étais mort de rire parce que j'ai dit, ah, tu vas les refaire. Sauf qu'en fait, sa version à lui, sans les diapos, elle a fini par se synchroniser. Et donc, ça a effacé ce que moi j'avais fait aussi. Et donc, je rigolais beaucoup moins. Et donc, j'ai essayé d'aller dans mes sauvegardes pour récupérer une version antérieure. J'ai récupéré une version antérieure. Il y avait les diapos d'Étienne, parce qu'elles avaient été aussi effacées. Donc, il avait dû faire comme moi, ou j'en sais rien. Mais par contre, il n'y avait toujours pas les miennes. Et il me dit, mais t'as qu'à les refaire, ça ira plus vite. Sauf que pour faire mes diapos, j'avais pris mes notes, et une fois que j'avais tout saisi, je dis, mes notes, je les jette. Tout. Donc hier, j'ai essayé d'aller revoir dans ma poubelle. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté. Quoi. Donc, Baptiste, tu t'en souviens parce que tu as mis. Ouais. Aussi, les vieux. Ouais, il s'aime pas, lui. Ouais, du coup, en vrai, je vais un peu redire ce que les personnes ont dit avant moi. Sur les sessions plénières, il y a 2 sessions que j'ai vraiment beaucoup aimées. Pas tant, enfin, aussi sur le contenu, mais surtout sur la forme, parce que le contenu n'était pas forcément très relié à ce que je faisais moi. C'était la première, du coup, celle de Christine Meunier, notamment sur la reconnaissance de voix familières, qui est un concept que je connaissais pas. Juste peut-être on aurait pu s'épargner l'exemple sur Depardieu. Voilà. C'était peut-être pas au top. Et aussi, du coup, la présentation de Mélanie Jucla, qui était, dans sa façon de présenter, je trouve, hyper, comme tu disais, Julie, accessible. Et j'ai vraiment hyper accroché à ce qu'elle faisait. Donc, c'était hyper intéressant. Après, sur des trucs plus techniques que j'ai retenus, forcément, c'était un peu ce qui était relié à ce que moi je fais autour de ma thèse. Donc, notamment la définition qui varie de l'intelligibilité entre les phonéticiens et les informaticiens, avec des guillemets. Oui, tu rigoles. Informaticien avec des guillemets. Qu'est-ce que tu sais? Non, mais parce que informaticien dans mon esprit, c'est les gens qui vont chez les vieux et qui réparent. Ouais. C'est pour ça que je mets des guillemets. Ah, le terme. Ingénieur informaticien. Voilà, le terme. Technicien informatique. Oui, voilà, ça nous ramène. Ouais, non, il va falloir retrouver celle-là. Mais du coup, ouais, la différence sur la définition d'intelligibilité entre est-ce que c'est le message qui est contenu dans la parole ou est-ce que c'est juste le décodage du signal acoustique. Donc, je crois que Mathieu avait l'air de dire que désormais, ce qui fait consensus, c'est plutôt la définition des phonéticiens. Après, est-ce qu'il est biaisé? Peut-être. Oui, mais t'as quand même tout l'aspect médical. Mais du coup, c'était hyper intéressant. Et après, il y avait aussi un truc qui m'a pas mal interloqué. Je sais pas trop si c'est des choses qui se font beaucoup. Mais moi, c'est la première fois que je voyais ça. C'était pour l'évaluation des systèmes de TTS, text-to-speech, de rajouter un peu de phonétique là-dedans, notamment avec les polygones vocaliques, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors, bon, c'est triangle. Le triangle. Oui. En fait, comme le triangle ressemble plus à un polygone, il y a quelqu'un qui l'appelle polygone. Et en fait, ça n'a pas fait l'unanimité. Voilà, bon, on va dire le triangle vocalique. Mais de ramener un peu de phonétique dans l'évaluation des systèmes automatisés, j'ai trouvé ça assez nouveau. Enfin, j'avais jamais vu ça, quoi. Et après, sinon, le reste des présentations que les gens ont évoquées auparavant, qui étaient vachement bien aussi. Voilà, de mémoire un peu ce que je pourrais dire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres slides qui sont passés à la trappe? Je l'espère que j'en ai. Ouais. Tout le monde, là. Ah, Lionel, t'avais fait des slides? Juste une que je peux reproduire en Ah oui, live. toi aussi, on te refusait alors. Ah merde. Ah, désolé. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez mon écran ou pas? J'arrête le partage. Attends. Voilà. Vas-y, tu peux essayer de partager, là. Oula, ça fait une mise en abîme.
Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, c'est bon, merci. Donc voilà, c'était ça ma slide. J'ai trouvé beaucoup de présentations intéressantes, mais ce que j'aime bien découvrir dans les confs, c'est des méthodes, en fait, des nouvelles méthodes d'analyse. Et là, il y a quelque chose qui est revenu assez souvent dans les posters, et puis c'est Cédric Gendreau en a parlé aussi durant sa présentation, c'est les GAM, les Generalized Additive Mixed Models. On a beaucoup parlé de variabilité, mais il y en a plusieurs d'entre vous qui ont noté ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas les modèles linéaires mixtes, ce sont des modèles qui sont plus puissants que les ANOVA à mesure répétée, parce qu'ils permettent de prendre en compte la variabilité associée avec des effets aléatoires, comme l'effet du locuteur, par exemple, la variabilité du locuteur ou de la personne testée pour les tests en perception. Donc, c'est des modèles qui sont très utilisés en psycholinguistique. Et les GAM, là, c'est une méthode qui va un petit peu plus loin parce qu'elle ne suppose pas des relations linéaires, mais des relations qui peuvent prendre n'importe quelle forme, comme on le voit ici. Et c'est très utilisé, du coup, en phonétique, par exemple, pour voir les différences de patterns au niveau des tons ou de l'intonation, ou des trajectoires de formant, par exemple. Donc Cédric Gendreau disait que c'était à la mode. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est pertinent, parce que des fois on ne suppose pas une relation linéaire entre des variables, par exemple pour tout ce qui est, par-delà la phonétique au niveau des apprentissages, hein, souvent il y a des courbes en U par exemple. Et puis ça fait des visualisations assez sympas, où on voit les trajectoires estimées et l'intervalle de confiance autour de ces trajectoires. Là par exemple c'est... alors, ça ne fait pas du tout partie des GEP, là, mais j'ai été chercher ce qu'étaient les GAM, et vous avez cette page qui explique assez bien ce que c'est, et qui montre par exemple que les locuteurs de l'anglais hongkongais à droite utilisent des patterns intonatifs différents pour les mots pleins et les mots grammaticaux, voilà, par rapport à de Asian English en général qu'on voit à gauche. Okay. Nous, c'est ce qu'on avait vu, c'est Aline Colo qui s'est mis à utiliser des gammes aussi quand elle a fait ses stats là, sur tout ce qui était hésitation, pause, enfin rythme. Et donc, ouais, pareil, c'est un genre de truc qu'on ne connaissait pas et ça nous a fait un peu bizarre aussi. Ouais. Ok. Très bien, merci beaucoup. Et désolé pour. Donc, je t'avais fait une slide là, j'essaie d'en remplacer là-dessus. C'est bon? Plus d'autres. Alors, partager tout l'écran. Hop. On va passer un petit point technique sur le séminaire. Donc, il faudrait prévoir du covoiturage. Ça peut être intéressant pour emmener les gens là-bas. Qui pourrait covoiturer? Soit je vous mets un lien vers un site et vous vous débrouillez. Ouais. Ok. Donc je pensais le faire maintenant, mais non, ça ne marche pas. Et sinon, par contre, là, je veux des réponses. C'est pour l'instant, il n'y a que Flavie qui m'a répondu pour la présence pour les posters. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont le faire ou pas? Solène? Ah, c'est Flavie et Solène et Lauriane. Bon, je vais peut-être couper mes mails. Donc, un poster. Ça ne change pas. Et, ah non, il y en a trois. D'accord, d'accord. Bah, ça fait trois. C'est bon. Philippe, tu n'avais pas des vieux posters dans tes cartons? Non, mais sur le... En fait, tu as des posters qui présentent le contexte. Après, tu peux dire où tu en es.
Non, mais pas forcément présenter ce qu'il y a sur le poster, mais c'est un objet de la discussion. Après, t'es pas obligé. Hein, mais bon. Ouais, non, je pense que ça vaut pas la peine. Et... C'est bon? Pas d'autres envies? Ok. Donc, si on me pose la question, je crois qu'on ne l'a pas posée en fait, mais je répondrai à ça. Voilà. Et on aborde sur le gros morceau. Là, je pense qu'il faut que tu me fasses une synthèse parce qu'il y a beaucoup de diapos. Ouais. Ah bah, je vais vous synthétiser tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, le premier, ça sera un peu ludique. Je vais vous demander de faire du calcul. Alors, regardez, vous avez 4 lignes. Il y a un plus 11, il y a un plus 7, un moins 58, un plus 34. Pouvez-vous me dire ce que l'on obtient à la fin? Si vous ne vous trompez pas, vous devez avoir du moins 6. Hein? Alors, moins 6, ça veut dire que fin 2028, on sera à moins 6 000 € sur nos comptes. Et que pour l'instant, on est à moins 60, ou je sais pas, enfin voilà, d'accord. C'est-à-dire que les choses qui vont arriver en positif, le 34 000 €, par exemple, ça n'arrivera qu'en 2028, d'après ce que j'ai compris. Donc, ça sera épongé, ça épongera nos dettes à ce moment-là. C'est pas tout à fait vrai, je suis d'accord. C'est pas aussi catastrophique dans le sens où Julien va taper sur un de ses projets pour pouvoir moins faire suer les comptes. Non, mais c'est surtout que les 50 000 € de salaire, en fait, ils ne sont pas sur les reliquats. C'est pas 58 000. Ouais, c'est ça. J'ai fait exprès de tricher un tout petit peu pour vous mettre un peu le stress. Ça veut dire en fait qu'on va pouvoir, ce que je me suis engagé à payer cette année, on va pouvoir le faire. Par exemple, la mission de Ludovic à Interspeech en Australie, le stage de M2 d'Isabelle, le stage de Niel. T'as dit M2, mais c'était écrit. MM, pardon. Et alors, les soutenances de thèse, heureusement, il y a l'IRID qui participe, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui vont faire qu'on aura peut-être 2 000 € de marge à la fin, ou quelque chose comme ça. Et c'est versé a posteriori. Non. Non, justement. Alors ça, si vous l'avez compris comme ça va pas. Donc, quand vous faites vos missions, vous déclarez à Stéphanie Lahoz que vous allez soutenir telle date. Elle vous ouvre la ligne budgétaire, c'est-à-dire que les missions que vous engagez seront sur cette ligne-là. Il n'y a pas de transfert à faire de notre compte. C'est vraiment sur cette somme-là. Oui, mais les sous seront quand même versés à posteriori. Mais on s'en fiche du versé. Enfin, c'est pas... Non. Enfin, toi, tu engages toutes tes missions là-dessus. Si vous parlez, c'est ce qu'ils m'ont dit ce matin, si vous parlez de soutenance de thèse d'HDR, c'est à partir du moment où on fait la demande, ça sera sur les chercheurs de l'équipe. Bon, bah, si elle ne m'a pas dit ça, Ah, c'est pas ce que nous a dit Stéphanie, non hein. Ah, mais c'est pas lui qui le gère. Non, c'est elle qui fait le versement. Moi, je lui ai dit, mais il ne faut pas que ça soit soutenu. Elle me dit non, c'est moi qui fais le versement au moment où vous me le demandez. Voilà. Comme ça, elle me dit, comme ça, vous pouvez engager l'argent pour pouvoir payer. Et que c'était justement fait pour faciliter la trésorerie, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Donc, je reviens là. Pourquoi on est arrivé dans cette situation? Parce que quand on engage du salaire sur des reliquats, l'UT, en fait, paye la personne et engage effectivement ce truc-là, mais c'est pas répercuté tout de suite sur notre reliquat. C'est un reliquat, ce sont de l'argent qui reste à la fin d'un projet qui a été justifié. Alors, les reliquats que l'on a, qui sont assez importants, proviennent de projets européens. Dans certains projets européens, on peut travailler en full cost, c'est-à-dire que le pourcentage de travail des permanents qui sont payés par l'État français, hein, d'accord, sont demandés en fait en paiement à l'organisme financeur. Sauf que quand on a envoyé tous les justificatifs pour dire que l'on avait fait tout ce que l'on devait faire en fait dans le projet, une fois que cette validation, qui prend du temps, hein, qui peut prendre un an côté européen, arrive au niveau de l'université, ce n'est pas immédiat, ça prend aussi une bonne année avant que ça soit répercuté sur une ligne budgétaire que l'on peut utiliser. Et donc, ces reliquats, c'est cet argent qui a été déclaré, qui nous est enfin versé, mais souvent, ça peut aller de 3 à 5 ans après la fin du projet.
Entre-temps, nous, on a... Ben, tu as fait des choses, mais là, ce qu'ils apportent, ce sont les temps hommes-mois que tu as déclarés sur ce projet. En fait, dans ces projets-là, on fait des feuilles de déclaration où on dit tel mois, j'ai travaillé tant d'heures, et c'est ces choses-là qui vous sont payées. Et donc, ce que tu as fait a été payé, c'est-à-dire si tu avais engagé du personnel, ça a été payé par contre immédiatement, mais par contre, ces hommes-mois ne sont payés qu'à posteriori. Et Nous, on a quand même compté sur ces reliquats pour engager des gens. Enfin, alors, c'est ça? pas vraiment. Alors, nous, quand on a pu avoir une situation financière de Stéphanie, on a dit, ben, par exemple, pour Baptiste, il y aura tant qui sera pris sur telle chose, que Julien avait avancé sur d'autres projets. Enfin voilà, il y a toute une répartition qui a été faite sur ce qui nous restait, ce qui nous avait été annoncé. Sur des reliquats. Sur les reliquats. Pour vous donner une idée, normalement, Baptiste, il y avait une partie qui était prise sur Audio 4, donc un projet région avec des fonds européens. Il y avait une partie qui était prise sur Victoria, donc le projet européen qui était terminé, et une partie sur Tapas. Et elle dit, alors bon, ça c'est les reliquats, peut-être on ne respectera pas exactement ça, parce qu'il y a des reliquats qu'il faut terminer à une certaine année. En fait, elle a fait des justifications pour pouvoir ne pas perdre l'argent. Voilà. Et elle dit, bon, mais ok, et donc on a fait de l'IAS, grosso modo, on a dit que sur les reliquats, il y allait avoir tant et un autre compte pour faire le complément. Et la blague, c'est que quand il y a eu cette étape-là, ça n'a pas été pris sur la somme qui est visible par l'IRIT, enfin, au niveau du reliquat. Un projet normal où quand tu fais ça, et d'un seul coup, ce qui correspond à ton projet, il est amputé de la somme en prévision, donc sur un an, il est amputé. Et là, en fait, il n'y a aucune imputation qui est faite. Donc, dès que nous, on a eu d'autres choses à faire, par exemple, Angeline, elle a dit, oh, mais vous n'avez qu'à prendre sur les reliquats. En fait, si vous attendez que la secrétaire vous dise ça passe pas, ça passera. Parce qu'en fait, voilà, tout n'a pas été imputé dessus. Et donc, si je regarde mon fichier des comptes de l'année dernière, on se rend compte que sur Tapas, par exemple, il reste 0, mais on a continué à indiquer Tapas pour pas mal de choses puisque ça passait. Et après, il y a même quelques fois où, comme on a eu des comptes qui ont eu du mal à être rouverts à cause de plein de choses, SIFA+, des machins. On ne s'en rend pas compte assez tôt. Ils nous ont dit, mais comme les projets actuels ne pouvaient pas utiliser l'argent, prenez ce que vous avez sur les reliquats. En gros, on a fait que taper sur des reliquats alors qu'il y avait déjà plus d'argent puisque l'argent était déjà fléché mais pas limité. C'est ça. Très bien résumé, merci. Et donc maintenant, on nous demande de réorienter l'argent qui était censé être sur les reliquats. Ah ben il y en a plus d'argent sur les reliquats, j'espère que vous avez bien expliqué ça. Il faut les réorienter vers d'autres projets. Vers d'autres financements. Ah, c'est pas ça, oui, voilà. Donc comment on fait? Oui, voilà. Donc à partir de maintenant, voici ce que je vous propose, c'est discutable. Lorsque vous engagez des frais, déjà sur les reliquats, il faut vraiment que vous ayez mon aval signé sur GLPI, là, hein, d'accord? Parce que pour que ça soit pris. Puisque de toute façon, il n'y a presque plus rien. Presque. Interdiction de soumettre des articles dans des conférences, en particulier ICASP et Interspeech, qui sont des confs qui en général coûtent super cher quand on y va. D'embaucher des stagiaires, dont la gratification, je vous le rappelle, s'élève au minimum à 650 € par mois. Et de participer à des écoles d'été si vous n'avez pas un projet de recherche qui pourra assumer ces dépenses. Le projet de recherche, il faut que ça ait été provisionné, il faut que pour l'année en cours, il y ait l'argent qui soit possiblement utilisable pour faire ça. Attention, chaque année, on nous demande une répartition entre le fonctionnement, l'investissement et le salaire. Et ce sont des choses, en fait, qu'il va falloir respecter à la lettre et se baser sur les projets existants de recherche pour s'en sortir et pour faire ce que vous faites d'habitude, en fait. Et alors, voilà, le problème, là, par exemple, il y a un qui est flagrant, c'est DAPADAF. DAPADAF, en fait, on a 0 budget sur Samova, mais on organise plein de choses, on fait des déplacements en grand nombre. Eh bien, ça, on ne peut plus. Voilà, c'est clair. Alors, après, si tu veux le faire ou un truc comme ça, c'est soit sur les points chercheurs, car on a cette possibilité-là aussi, il y a quand même les points chercheurs qui sont utilisables chaque année, soit sur d'autres projets et vous arrivez à faire en sorte que ça passe sur cette justification. Parce que quand on débite quelque chose sur un projet de recherche du type ANR, il faut que ça soit justifié après. C'est-à-dire que
vous ne pouvez pas faire passer quelqu'un qui n'est pas sur le projet officiellement. Il y a plein de petits trucs comme ça qui seront vérifiés en fait à la fin du projet. Quand je dis justification, ça veut dire le service financier envoie les factures à l'ANR pour dire, voyez, vous nous avez donné tel argent, ça correspond bien aux factures que l'on a engagées dessus, sur les volumes que vous nous avez fléchés. De fonctionnement, d'investissement et de salaire. Voilà. Donc, je vous incite à quoi? À publier, mais dans des revues. Et si possible, sans frais de publication. Car il y a aussi un certain problème en ce moment, c'est que les revues se sont mis à faire des frais qui peuvent aller jusqu'à 15 000 € pour publier un article, en voyant bien un beau filon là-dessus. Et les universités ont râlé et ont sélectionné en gros les revues qui faisaient des gratuités. Parce qu'en fait, les universités donnent beaucoup d'argent aux revues pour qu'on consulte leurs fonds. Et en plus, ils nous font payer pour pouvoir mettre des articles dedans. Donc voilà, il y avait quelque chose qui se mordait un peu la queue, là, qui n'était pas logique. Et donc, je vous ai mis un lien là vers la doc sur l'intranet de l'Université de Toulouse qui vous explique comment faire pour publier en open access et gratuitement. Enfin, en tout cas, avec des solutions qui sont gratuites. Donc, là-dessus, vous allez avoir les différents modèles qui existent et vous allez avoir les accords qui ont été faits avec certaines revues pour ne pas avoir à payer des choses en fait là-dessus. Voilà, les éditeurs. Donc, je vous conseille franchement d'aller regarder cette page. Il y a des formations qui sont faites de temps en temps aussi là-dessus. C'est très intéressant. Voilà, et en plus, les revues, c'est quelque chose qui, pour votre dossier ou pour l'équipe, va permettre de valoriser un peu plus aussi. Donc, c'est pas mal. Et bon, publier là-dedans, d'accord, mais aussi rechercher des financements. Ça veut dire que vous avez compris qu'il faut avoir des projets support pour pouvoir faire ce que l'on fait. Et donc, il y a en ce moment-là, il y a encore l'appel Marie Curie qui est en cours et qui est une opportunité pour pouvoir avoir non seulement des doctorants, mais en plus un environnement pour pouvoir faire sa recherche. Donc, si vous êtes motivé, allez-y. Les ANR, vous connaissez bien le système, c'est pas simple, c'est chaque année, il y a des dates très précises, donc ça, c'est pas évident. Je vous ai envoyé un article aussi qui vous expliquait que le taux d'acceptation allait diminuer dans les années à venir, en tout cas cette année. Ça avait perdu 3 points, je crois, ou je sais plus, ou 5 points sur les acceptations, puisqu'ils ont diminué le budget. Il n'y a pas que les permanents qui peuvent. Ah, bien sûr, oui, il y a des JCJC, il y a des trucs tout à fait faits. Ah oui, il faut être en poste, ouais. Il n'y a pas un truc obligé d'être permanent. Il faut être permanent pour les ANR. Pour les ANR, j'ai l'impression que oui. Tu peux pas te dire, je vais essayer de faire un Enfin, les ANR pour entreprises, continuer oui. mon poste. Les entreprises, oui, parce que c'est du salaire. Lucille, elle est là. Tu avais budgété du salaire? Ouais. Pas pour moi. Pas pour toi, les embauches autres. mais par l'entreprise, peut-être par l'entreprise. Ah non, sur une ANR, tu peux demander du financement Du salaire. du salaire, mais il faut que l'ANR soit porté par un permanent. Ouais, c'est ça la blague, au niveau de l'ANR, c'est pas top. Ça peut pas déposer un dossier pour te financer. Alors ça, c'est plus ce genre d'opération, je pensais plus savoir au niveau régional. Il y a peut-être des possibilités au niveau régional avec Tiris, par exemple. Alors l'Europe, c'est lourd. Hein. Enfin, bon, l'Europe, je vous le mets là, mais bon, c'est lourdingue. Hein. Enfin, ça va vous impliquer beaucoup au niveau administratif. Hein. Je ne veux pas vous forcer. Bon, c'est encouragé, mais il y a d'autres choses encore plus simples. Hein. C'est les thèses en chiffres, par exemple. Vous avez un environnement qui est donné effectivement par l'entreprise. Et attention, cet environnement, vous le dépensez comme vous le souhaitez. Donc, moi, j'ai déjà, là, avec la thèse de chiffres d'Adrien, je paye déjà des choses de l'équipe, là, en ce moment. Donc, voilà, c'est des trucs, ça pourrait être sympa de faire des trucs comme ça. Pareil, soutien au déplacement, que ce soit l'AFCP, l'ISCA ou d'autres organismes, c'est bien aussi de les demander. Hein. Une question par rapport au test chercheur associé, c'est pareil, non? Ouais, alors... Toi, tu es peut-être celle qui paye le plus. Et c'est effectivement une somme qui peut être utilisable.
Après, c'est pas énorme. Hein. Enfin, c'est par rapport aux sommes que l'on manipule, c'est pas énormissime. Oui, c'est pas rien. Ah, toi, c'est pas mal en fait. Ouais. Ouais. Non, c'est pas mal. Ok, très bien. Donc on peut. Après, j'aurais tendance ces trucs-là, moi, à laisser la responsabilité de ces budgets-là, de pas forcément le mutualiser, mais le laisser à aux gens qui sont dans le, voilà, qui sont dans le petit projet ou ceux qui t'accueillent ou un truc comme ça, quoi. Donc plutôt Thomas et Julien pour gérer ça, tu vois. Moi, c'est pour ça qu'il y avait une enveloppe qui a été payée aussi. Alors Lionel, c'est pas énormissime. Non, Lionel, c'est pas grand-chose parce que c'est 15 jours par mois. Ouais, c'est c'est le ça. minimum qu'on peut faire. Toi, Maxime, c'est pratiquement. Ouais, donc ça fait quand même. Enfin, en tout cas, parlez-en avec voilà, les gens qui vous entourent dans votre accueil là et pour voir ça, quoi. Je n'ai pas envie, moi, de vous piquer cet argent-là. C'est pas, ça me paraît pas super. Enfin, après, Et je rappelle que quand on s'inscrit en fait à des confs, eh ben, il y a souvent des façons d'avoir des inscriptions moins chères, souvent en adhérant à des sociétés ou à des organismes. Et franchement, ne l'oubliez pas ça, parce que ça peut être très important, les réductions. Et souvent, l'adhésion à la société, elle peut être, pour les étudiants en particulier, ça peut être vraiment dérisoire. Alors, je parle d'un I3E, enfin, j'ai ça en tête, où c'était style 30 € pour pouvoir adhérer en tant qu'étudiant, et ça te faisait 200 € de réduction sur l'inscription. Voilà, donc là, tout bénéf pour tout le monde. Hein. Sachant que même cette adhésion, on peut vous la rembourser. Alors justement, on peut regarder ce qui nous a coûté cette année. Les adhésions à FCP. Donc cette adhésion, en fait, couvre l'adhésion à l'ISCA et à la FCP, et on l'a fait sur 2 ans. Mais la facture, c'est quand même 4 800 €. Juste pour vous sensibiliser à ça. Donc on est tranquille, mais jusqu'en 2027. Donc en fait, en 2028, ça va recommencer ce genre de truc. Et ça, pareil, il va falloir essayer de soit de le flécher sur des projets ou arriver à le faire passer ailleurs. Mais en tout cas, il va falloir y réfléchir vraiment avant de le lancer. Il y a des déplacements qu'on fera sûrement aux journées de phonétique clinique aussi. Donc ça, je pense qu'on doit pouvoir s'en sortir en le fléchant sur les projets en cours. Ça doit pouvoir passer pour les recherches que l'on fait. Mais en tout cas, assurez-vous bien de le flécher. Et alors voilà, les samovers, je vous proposais la salle du conseil et manger aux rues. Bon, je sais que ça n'a jamais été trop génial comme idée. Bon, donc vous avez quand même une solution et on peut en début d'année décider d'utiliser les points chercheurs pour ça. Pour vous donner une petite idée, un déplacement samover, c'est dans les 4 000 € à peu près. Non, mais je veux dire, on peut plus utiliser, voilà, quand il y a des déplacements qu'on peut plus faire, on peut peut-être utiliser les points chercheurs. Mais si on utilise les points chercheurs pour les déplacements, il faut faire des choix après sur ce qu'on utilise dans les points chercheurs. Hein. Ce qui est gênant dans les points chercheurs, c'est d'utiliser quelque chose qui va toucher que quelques personnes. L'avantage de Samover, c'est que ça touche tout le monde. Presque tout le monde. Je rappelle que tous les stagiaires ne sont pas conviés à Samover. Ils ne sont pas dans l'équipe. Alors, qui c'est qui rapporte des points d'ailleurs en points chercheurs? C'est les permanents et les doctorants. Et ceux qui sont à cheval sur 2 équipes, eh bien, vous rapportez la moitié de ça. Donc un quart. Non, je pense pas, puisque j'ai pas eu à gérer son budget. Je pense que cette année, c'est parti chez elle. En particulier, Sandrine co-encadre donc et Philippe, et c'est moi j'ai bien vu que je n'ai eu qu'un demi-point sur Philippe. J'ai pas eu le point entier. Enfin, plutôt, j'ai eu un quart de point plutôt qu'un demi. Ouais. Les points chercheurs, ça fonctionne comment? Enfin, c'est alors en fonction des finances qui sont données par les organismes, les tutelles, le CNRS plus l'université donne de l'argent au laboratoire pour fonctionner. Cet argent est divisé et en 2026, un point, ça valait 575 €. Je peux vous garantir que cette somme va plutôt diminuer qu'augmenter, puisqu'en fait, ils donnent de moins en moins là en ce moment. Et la règle de répartition, c'est les permanents, les doctorants. Juste du coup, pour mettre en perspective, les samovers, c'est à peu près 4 000 €. Ouais. C'est à peu près équivalent au déplacement, par exemple, de Ludovic.
Donc, en gros, ça revient à dire est-ce qu'on fait ça ouvert ou est-ce qu'on. Disons qu'il va falloir qu'on prenne des décisions en début d'année sur les objectifs que l'on veut. Comme dit Julien, SAM ouvert, c'est quand même quelque chose qui touche tout le monde. Et si tu fais un seul déplacement international, mais moi, je ne veux pas être mis devant le fait accompli. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous soumettiez des papiers sans avoir votre financement. C'est ça, moi. Je ne veux pas qu'on me dise après « Oh, ben, c'est dommage que tu ne me le finances pas. J'étais pris quand même. On va devoir refuser. » Tu vois, je ne veux pas être mis devant ça. Après, un déplacement dans une course internationale pour le rayonnement de l'équipe et tout, c'est aussi. Ah ben oui, oui. Ben, justement, j'ai mis le tarif. C'est ouais, Oui, tu l'as mis. c'est 4 500 €. Hein. Enfin, après, j'espère que ça sera moins, mais c'est avec les projections qu'on a fait sur le billet d'avion, l'inscription et tout ça. C'est 1,5, on va dire, un déplacement et demi. Non, mais voilà, j'espère que ça sera moins. Mais là, s'il n'y a pas d'aide, s'il n'y a rien, c'est ce tarif-là. Je suis en train de faire la demande pour l'aide de l'ISCA, d'ailleurs. Ouais, super. Mais c'est que 800 $ australiens, donc ça fait 450 €, quoi. Bah, en fait, ce qui coûte cher sur Interspeech ou même I3E, c'est souvent les inscriptions aussi au conf. Bon, là, l'Australie, c'est le billet d'avion, hein, c'est aussi ça. Hein. Là où tu peux pas, comme dit Julien, si tu vas, sinon tu vas en pirogue, quoi. Mais bon, c'est. Mais l'inscription pour Interspeech, là, c'est de l'ordre de 430 €, je crois. Donc, si j'arrive à choper l'aide, ça rembourserait l'inscription. Attention à un truc, t'es pas obligé de faire du full cost parce que tu vas être le seul à présenter le papier. Et dans le sens où peut-être que tu n'auras pas la réduction étudiant. Fais gaffe à ça. Ah. Ah Ouais, oui. tu dois sûrement avoir un full cost plutôt qu'un tarif étudiant. Ouais, je vais garder ça. Ouais. Non, mais voilà, je pense que 4500, ça doit te permettre quand même de te débrouiller. Donc, on est d'accord que voilà, une conf internationale, c'est super intéressant parce que vous êtes au courant, c'est une super conf, et vous êtes au courant de tout ce qui se fait actuellement. En info, c'est vraiment utile, mais comparé à une revue, ça a un coût. En fait, c'est le problème des thèses avec financement. Sans financement. Oui. Dire, financement. Sans environnement. Sans environnement, et ça, c'est le cas des thèses. C'est de plus en plus le cas. Ils arrêtent de plus en plus les environnements des thèses, en fait. Voilà. Avec Thiris, par exemple, là, les deux thèses qui sont financées avec Thiris, il y a de l'environnement. D'accord? Donc, Thiris, regardez-le. C'est vraiment un truc. Alors, les appels, c'est plutôt en fin d'année, en décembre ou en janvier, mais il ne faut pas cracher sur Thiris, je pense. Hein. On voulait déposer un Thierry avec Julien au début. Ah, ben super. On piquait l'idée, mais c'est pas grave. Ça va, tu y participes. Ok, visiblement, c'est bon pour l'inscription étudiante pour présenter un papier. Ouais, ça couvre le fait que tu présentes le papier seul, c'est ça? Ouais. Enfin, ils disent que les étudiants et les retraités peuvent présenter jusqu'à 2 papiers. Enfin, cover. Ah, ben, ça, c'est merci Liska. Parce que I3E, ils sont un peu moins sympas. Non. Eux, ils te font payer le full cost adulte, enfin, pas étudiant, quoi. Adulte, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Est-ce que c'est clair maintenant? Parce qu'il y avait beaucoup de texte, je suis d'accord. Voilà. Et puis vous voyez que pour pouvoir arriver à savoir ce qu'on a sur les comptes, c'est vraiment cette image. Hein. C'est voilà. Allez, ben, merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine, je pense. Sauf pour Baptiste, bien sûr, parce qu'il paye sa tournée ce soir. Allez, merci. À ce soir. Tu peux venir, Lionel. Hein. C'est gratuit.